Donc voilà, maintenant la conférence va se lancer. Donc je rappelle le thème, lien entre médecine traditionnelle et conventionnelle. Donc on a ici Simone Grand, Françoise Pawlowski et Ludovic qui va donc être leur hôte pour cette interaction. Donc je vous laisse la place. Yolana, bonjour à tous, merci d'être présents. Merci au Salon du Livre de nous accueillir pour cet échange qui sera à mon avis très intéressant. Donc merci à nos deux invités, donc Françoise Pawlowski et Simone Grand. Alors Simone Grand, auteur, journaliste, universitaire aussi. Donc, je suis quelqu'un de curieux, je suis toujours en train d'interroger tout ce qui existe. Et donc, une de vos grandes interrogations qui portait sur le monde polynésien des soins traditionnels, et vous avez fait paraître un ouvrage sur ce thème en 2007, qui vient justement d'être fort à propos réédité. Et on se repenche à nouveau sur la question. Et nous vous remercions d'être présents pour nous apporter vos lumières là-dessus. Et donc, nous accueillons maintenant Françoise Pawlowski, médecin. Médecin, hein, c'est bien oui, ça. Je suis médecin en réanimation néonatale à Tahiti. Alors voilà, c'est ce qui m'interroge. Chef du service de néonatologie au centre hospitalier. Qu'est-ce donc, avant que je dise des âneries? Néonatologie, en fait, on prend en charge les enfants à partir du moment où ils naissent. À partir du moment où ils sont plus de 25 semaines d'aménorrhée et plus de 500 grammes. Et au sein de notre service, on les prend en charge s'ils ont besoin d'aide réanimatoire, jusqu'à 3 ans. Donc on s'occupe des enfants dans la période essentiellement néonatale et quand ils sont des formes graves, pédiatriques. Voilà. On pourrait dire que c'est quand même une médecine très pointue. Très technique. Très technique. Oui. Et vous exercez depuis combien de temps en Polynésie française? Je suis depuis 21 ans en Polynésie française et chef de service seulement depuis 3 ans. D'accord. Alors Françoise, ma première question, elle sera pour toi. C'est qu'est-ce que la médecine conventionnelle vient chercher qu'elle n'a pas auprès de la médecine traditionnelle? J'allais dire l'humanité, mais ça serait un peu... c'est un chemin. On arrive avec une médecine, alors j'utilise pas conventionnelle, mais occidentale. On arrive avec une médecine purement occidentale et on découvre un peuple, des manières de faire, des comportements, et petit à petit, notre esprit s'ouvre à autre chose. Je pense que la médecine doit apprendre des études statistiques et tout ce genre de choses, mais elle doit également apprendre de ce qui est quelque chose de fondamental, qu'est l'observation. Et l'observation, c'est de voir ce qui va fonctionner et ce qui va permettre la guérison. Moi, je suis dans un métier d'action, et je dis souvent, ce qui compte, c'est de gagner. Et ce qu'on découvre petit à petit et les portes s'ouvrent, c'est pas dans le monde polynésien, c'est pas nous qui choisissons, c'est le monde polynésien qui choisit de s'ouvrir à nous ou pas, ce qui a été mon cas. Et on découvre des pratiques et des techniques qui n'ont pas toujours été parfaites, parce qu'il y a eu des pertes de connaissances, mais c'est vrai dans les deux types de médecine. Et je reste persuadée que ce sont des médecines qui peuvent s'enrichir l'une de l'autre. D'accord. Le but étant de gagner et donc de ne pas se tromper, d'un côté comme de l'autre. Simone, je voudrais vous faire réagir sur les termes, parce qu'on en parlait juste avant de démarrer. Qu'est-ce que ça vous inspire, le terme médecine conventionnelle et médecine traditionnelle? Disons que, à la limite, les mots convention et tradition sont presque synonymes. Mais disons qu'il y a la médecine scientifique, que l'on appelle occidentale, parce que les sciences ont été développées en particulier dans l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, même si pour nous c'est à l'Est. Mais c'est ce qu'on a conventionnellement l'habitude d'appeler l'Occident, parce que c'est là que s'est développée la science qui interroge la réalité et qui en mesure et qui tire des lois à partir des observations qu'elle fait. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un développement de technologie qui fait que l'on s'est mis à observer des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, mais que dans la pratique traditionnelle, que ce soit ici ou même en Occident, parce que j'ai étudié en même temps que j'ai étudié les soins traditionnels
d'Océanie, enfin du Pacifique, je suis allée aussi consulter des soins traditionnels du terroir, du bocage normand, par exemple. Et disons qu'il y a ce que j'ai compris, c'est que l'être humain a toujours cherché à être en bonne santé, à vaincre la maladie, à vaincre la mort, ou tout au moins à retarder la mort le plus longtemps possible. Et donc à développer et à mobiliser son intelligence. L'être humain a mobilisé son intelligence sur toute la planète pour réussir ce pari et continue à le faire parce qu'en permanence, on découvre des choses qu'on ignorait. D'accord. Et concernant cette médecine, est-ce qu'on n'a pas fait un immense chemin puisque ces deux médecines, ici en Polynésie française, se rapprochent alors que souvent elles se sont exclues, voire affrontées? Elles se sont exclues, elles se sont affrontées. Tout dépend de ce que la société pouvait mettre à disposition devant une situation de souffrance. Par exemple, le Tiurei, qui est sur la photo. Lorsque il n'y avait que 2 médecins de pratique occidentale ici à Tahiti, le docteur Cassio, et j'ai oublié le nom de l'autre, et qui pratiquaient, le Tiurei était poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Et il a été convoqué au tribunal régulièrement. Et puis, comme c'était un être très intelligent, aux questions qu'on lui posait, il faisait celui qui ne comprenait pas et il a joué avec les mots. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la médecine scientifique, il y a les praticiens sont obligés de suivre un cursus bien précis, un cursus exigeant qui est identifié, balisé. Il faut 10 ans à peu près d'études pour arriver à pour pouvoir avoir le droit d'exercer et d'être reconnu médecin. Dans la pratique dite traditionnelle, il n'y a pas en apparence cette exigence. Encore que s'il n'y a plus cette exigence, c'est que les structures de la société qui exigeaient certains critères de qualité et de vérification, parce que ça existait à une certaine époque, n'existe plus. La structure sociale est en difficulté. Donc on peut comprendre que des médecins qui ont fait ce parcours de combattant qu'est la formation médicale, devant quelqu'un qui arrive, enfin devant des personnes qui arrivent et qui disent « je sais parce que j'ai rêvé hier soir d'un truc », c'est presque une agression. Ça peut être vécu comme une agression, mais en même temps, si on est dans la démarche, si on est mobilisé, non pas sur ces pratiques, sur soi, mais sur la personne qui souffre et que peut-être que l'autre peut apporter une réponse que l'on n'est pas en mesure d'apporter soi, à ce moment-là, on change de regard sur la pratique et il y a des liens qui peuvent être établis. Mais les liens ne peuvent être établis qu'entre des personnes qui sont de bonne foi et qui sont sérieux et qui placent l'intérêt du patient avant toute autre chose, avant tout, avant tout brossage de son ego, de son narcisse. François, quelque chose à ajouter sur ce lien qui s'est créé, qui n'était pas évident? Comment ça s'est débloqué de ton œil de praticien Alors pour être très, très honnête, ce n'est pas dans mon unité que la pratique existe actuellement. C'est le docteur Para qui intervient en pneumologie, qui a fait un travail depuis des années, qui s'est rapproché du FAREAP, des associations, et qui nous a invités et conviés, nous les médecins occidentaux, à un week-end où il y avait une rencontre entre les Tautés et les Tawa. Qu'on fasse des expériences personnelles du monde polynésien, c'est des choses que nous vivons tous. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit mon institution professionnelle en tant que médecin qui nous invite à rencontrer les soins traditionnels. Et c'est vrai que ça a été une rencontre extrêmement riche et intense où on a découvert, partagé sur les connaissances des médecins traditionnels et les nôtres et les problématiques qu'on pouvait avoir.
Par exemple, ceux qui font de la médecine anticancéreuse se retrouvent avec des patients qui ne veulent pas se faire soigner. J'ai un de mes collègues qui disait qu'il ne supportait plus de faire le diagnostic et de voir une femme revenir 5 à 10 ans plus tard pour mourir. Donc, il y a vraiment eu un besoin de travailler ensemble. Par exemple, en pneumologie, il y a tout un accompagnement avec quelqu'un qui s'appelle Jenny, qui travaille maintenant avec nous. Moi, ça a été une rencontre qui a fait tout un chemin pour aider une famille ou un patient à faire le passage de la vie à la mort. Elle le fait à travers les massages ou à travers tout ce genre de choses. Donc moi, ma rencontre de la médecine traditionnelle se fait à ce moment-là. Je ne peux pas nier, et surtout les générations qui m'ont précédé, c'est qu'il y a eu aussi des fois des rencontres où on voit que quelqu'un a été voir le tawa, et ça a été un tawa qui a perdu la connaissance ou qui se disait tawa, et ça ne se passe pas toujours parfaitement bien. Donc je suis d'accord avec Simone, c'est vraiment important que chacun sache ce qu'il sait, tant au niveau de la médecine que moi je dis occidentale, que d'une médecine traditionnelle. Moi, ce que j'ai trouvé fantastique quand j'arrive en Polynésie, c'est que je rencontre quelqu'un qui me masse. Et quand on est massé de manière régulière, ou quand on fait du sport, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on sort des endomorphines. Quelque part, on utilise un médicament qui est à l'intérieur de nous-mêmes pour diminuer une douleur. Donc, quand on observe avec juste objectivité les choses traditionnelles, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre de chaque côté. Et je pense que ces médecines ont tendance et ont intérêt à se rencontrer. Au niveau de mon unité, ce n'est pas encore le cas. C'est plutôt un travail très, très intense qui a été fait par des équipes américaines. On s'est rendu compte que quand on était plus doux avec les prématurés, quand on faisait ce qu'on appelle le NIDCAP ou les soins de développement, on avait des résultats neurologiques considérablement améliorés. Donc c'est aussi quelque chose qui est dit dans la médecine traditionnelle, c'est qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que l'action qui est essentielle pour sauver une vie, mais il y a aussi tout un élément d'humanité et de bien-être qui va permettre d'arriver à la guérison. Donc Françoise, effectivement, tu fais référence à un événement qui s'est passé en mai 2018, hein, je crois que vous Tout à fait, oui. Vous avez été invité parce que suite à une signature d'une convention tripartite entre donc l'institution hospitalière du Taoné et l'association Aururu de Yves Doudout. Et donc il y avait eu ce premier lien institutionnel et ensuite il y avait eu ce fameux stage. Et alors j'ai retrouvé des déclarations que tu avais faites sur ce stage et il y en a une que j'aimerais bien citer et on va réagir dessus. En tant que soignant, on voit des souffrances que l'on sait parfaitement soigner, mais par moments, on a le sentiment qu'il faut comprendre profondément l'autre pour pouvoir l'aider. Simone, une réaction ? Ça s'appelle l'empathie, je crois. C'est-à-dire de faire comprendre à l'autre qu'on souffre autant, mais qu'on est là pour l'aider à porter sa souffrance. Et à partir de ce moment-là, parce que quand on souffre beaucoup, on se sent tellement misérable qu'on ne se sent plus rien. Le mot misérable est très fort en français. On se sent, il y a des souffrances où on se sent presque plus rien. Et puis tout à coup, un médicament n'apporte, même si c'est un médicament super réalisé avec toutes les substances actives que la pharmacologie a pu mettre en place, s'il manque cette empathie qui est cette part d'humanité souffrante et qui vient soutenir une humanité amicale, qui vient soutenir une autre qui est en détresse, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, qui relève de l'indicible sans doute, et qui fait qu'on se sent un peu moins misérable. Et si on se sent moins misérable, tout à coup, on découvre petit à petit en soi. Et alors, bien sûr, pour avoir discuté avec certains médecins, ils disent oui, c'est la sécrétion d'endorphines, mais encore faut-il arriver à les fabriquer. Et il arrive des moments de très grande détresse où le corps déclare forfait. Et c'est un autre humain qui vient apporter cela et qui l'aide à se reprendre. Parce qu'en définitive, si un médicament tout seul
Ça peut aider des fois, mais en même temps, il faut qu'on ait envie de guérir aussi des fois. Hein. Françoise, la médecine conventionnelle manquerait-elle d'humanité Non. et vient-elle en chercher dans d'autres médecines? Non, enfin, ce serait heureusement, hein, l'humanité est de chaque côté. Mais c'est pas facile d'arriver dans un pays si on n'en connaît pas la culture, si on n'a pas le temps d'apprendre qui est l'autre. Quelles sont ses références, quels sont ses besoins. C'est un chemin, c'est un voyage. Moi, j'ai tendance à dire, je suis venue ici pour le voyage. Et on a régulièrement des jeunes médecins qui arrivent, on voit un moment où ils vacillent. Ils comprennent pas, ils sont mal à l'aise. Je me permettrai pas de les juger, parce que et il y en a certains, ils ouvrent la porte. Et à ce moment-là, on peut commencer à être ensemble. Et il y en a d'autres, c'est trop violent, parce que ce qu'ils vivent est trop difficile et trop différent de leurs propres références. C'est pas quelque chose... On s'enrichit de l'un de l'autre, dans les deux sens. La médecine occidentale a eu des grands succès sur les épidémies. On ne peut pas le nier, c'est la découverte du microbe, c'est... bon, je sais que c'est un sujet un peu épineux en ce moment, mais la vaccination... et ça, ça a été ce qui a été dramatique en Occident. C'est les épidémies, c'est les villes qui se ferment, c'est des conflits sans cesse. Et c'est quelque chose qui a été gardé dans la mémoire collective. Mais pour autant, pour les problèmes cutanés, pour les douleurs de dos, pour d'autres choses, force est de reconnaître que d'autres médecines ont développé des choses qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, on disait qu'avec un lumbago, il fallait rester couché. Maintenant, il faut faire du sport. Il faut se lever. Donc, je pense que plus on est humble, et plus on regarde, et plus on observe, dans tous les camps, hein, tant du côté de la médecine occidentale que, moi je dis la médecine occidentale et la médecine polynésienne, ou ça peut être d'autres médecines, chaque médecine a quelque chose d'intéressant. Et quand on l'expérimente à titre personnel, on comprend comment elle fonctionne. Si on la regarde en pensant qu'elle n'a rien à nous donner, ça c'est une certitude. Elle ne va rien nous donner parce qu'on ne la regardera pas. Mais moi je fais de la réanimation, j'ai un bébé qui est en détresse respiratoire, il ne me viendra jamais à l'idée de ne pas l'aider avec la technique que j'ai apprise. Mais par contre, je peux aider la mère avec des choses que j'aurais, des mots qui appartiennent à son imaginaire ou qui appartiennent à son histoire et qui, eux, ne me seront donnés et appris que par le pays dans lequel je vis depuis 21 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être de la réticence? Ton micro ne marche pas. Non. Tiens. On va échanger. Donc, Simone Grand, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la réticence de la part des détenteurs de savoirs traditionnels médicaux à partager leur savoir-faire et leur technique? C'est-à-dire que pour moi, c'est difficile de généraliser. Il y a eu des médecins qui savaient tout et qui trouvaient que les autres, de toute manière, étaient des imbéciles et tout ce que les autres faisaient relevait disons, des superstitions de primitifs et de mœurs de sauvages. Bon, avec ces gens-là, il y en a partout, dans tous les métiers, dans toutes les couches de la société. Il y a des gens qui sont coincés. Et disons que ça, avec cela, on ne peut rien. Par exemple, concernant Tiurei, mon grand-père Popa y a amené mon père à être soigné chez Tiurei. Je parle dans les années 1915. Mais il y a d'autres médecins, il y a d'autres Popas, médecins qui poursuivaient Tiurei pour exercice illégal de la médecine. Il y a toutes les attitudes qui existent et même au cours d'une vie, il y a des gens qui sont rigides et puis qui tout à coup, disons, ouvrent les yeux parce que de toute manière, être un scientifique, c'est se poser des questions. Ce n'est pas rejeter ce que l'on ne comprend pas. Doit être un bon scientifique se pose des questions et devant quelque chose qu'il ne comprend pas, il doit pas dire, il n'a pas une attitude, ce n'est pas une attitude scientifique que de dire oh ça c'est rien. Non, tout objet doit pouvoir être interrogé, surtout ce qu'on ne comprend pas. C'est ça qui est passionnant.
Donc, et par contre, j'ai rencontré aussi des médecins qui avaient recours à certaines pratiques dites traditionnelles, qui allaient voir certains tawas. Et qui sont, en général, c'est pour le massage. Il y a quelque chose qui se passe et qui leur fait du bien. Mais quelquefois, c'est d'autres aussi. Pour ma part, j'ai recommandé certaines personnes pour des calculs rénaux, ça fonctionne bien. Mais parce que j'en ai rencontré pas mal ici, en général, je ne donne aucun conseil médical. Mais il y a des fois, j'ai dit, vous pouvez toujours essayer ça avant d'aller voir le médecin. Et en général, ils n'ont plus besoin d'aller voir le médecin après avoir vu une certaine personne. Et pour ma part, quand je suis allée faire mon enquête, j'ai toujours dit que je ne prendrai aucune recette. Je ne viens pas prendre. Je viens questionner et essayer de créer un lien entre les praticiens, parce que moi, je ne soigne pas. Françoise, vous êtes à la recherche de recettes ou d'autres choses? Je pense que ma vie fait que je suis un témoin. C'est comme ça que je le vis aujourd'hui, puisque c'est pas moi qui ai créé cette rencontre et ces praticiens qui sont rentrés à l'intérieur de l'hôpital maintenant, qui interviennent parfois au sein de mon unité. On n'est pas spécialement prévenu, hein, c'est les familles qui le demandent. Je dirais, ce qui est important, c'est que Simone, tu as utilisé le mot misérable. Quand la personne est malade, elle est en zone de fragilité. Donc, qui que ce soit, ce qui est important, c'est de ne pas prendre pouvoir. Le fait que nous ayons 10 années de médecine ne fait pas qu'on soit meilleur que les autres, mais en fait, on se surveille un petit peu les uns les autres. Et il me semble que dans la tradition, celui qui était choisi au sein des communautés pour avoir ce rôle devait avoir une forme de respect vis-à-vis de celui qui souffre. Donc ça, c'est important, ne pas devenir des gourous et ne pas prendre pouvoir. Et bien connaître ses connaissances. Aux États-Unis, ils ont un système qui fait que c'est les secouristes qui vont chercher les blessés. Nous, c'est les médecins qui vont les chercher. Donc c'est des techniques différentes. Il y a des mots, il y a des signes qui vont savoir est-ce qu'on peut attendre ou pas attendre, est-ce que c'est urgent, pas urgent. Je sais qu'il y a eu à une période des patients qui ont été traités et qui sont arrivés trop tard. Ça met en colère celui qui reçoit. Mais ça met en colère chaque fois que quelqu'un arrive trop tard, que ce soit parce qu'il a vu un tawa, parce qu'il n'a pas su, parce qu'il n'avait pas de voiture. Parce que c'est aussi des choses qu'ils font. De toute façon, je pense que ça s'est vu avec l'épidémie actuelle, la médecine occidentale actuelle a vécu sans la mort, ou avec en tout cas un rapport à la mort beaucoup atténué par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Ce que je dis est faux pour certains services, mais c'est vrai que là, il y a eu un phénomène majeur. On a l'habitude de gagner. C'est un de nos problèmes d'ailleurs. Et c'est des discussions dans les services. D'accord, c'est un de vos problèmes. Et donc là, vous avez été dans une grande défaite quelque part. Quand? Pendant la... Oui. Écoute, non, parce que moi, personnellement, je trouve qu'ils ont fait un travail qui est remarquable. Le mot peut pas... J'ai difficile à dire que c'est une grande défaite, ça a été une souffrance. Je pense que la mort est acceptée dans le monde polynésien. Elle est niée dans le monde occidental. Donc c'est vrai que déjà, et le rapport à la mort n'est pas le même. Dans le monde occidental, je pense qu'une des raisons pour devenir soignant, il faudra en parler avec les autres, oui, quelque part, il y a un refus de la mort. Or, la mort dans la philosophie polynésienne, Simone le dira mieux que moi, elle fait partie de la vie. Oui. Elle faisait peut-être plus partie de la vie avec les générations précédentes, mais là, la mort a été omniprésente, tant en Europe qu'en Polynésie. Est-ce que c'est un échec de ce qui s'est passé? Chacun a fait avec ce qui était. Et je trouve qu'il y a des gens qui se sont battus avec une force et une présence remarquable. Nous, on n'a pas été énormément concernés, puisque l'enfant a peu été concerné par cette épidémie. Donc je pense qu'il serait plus juste de parler à mes collègues qui ont vécu cette vague. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, Simone pourrait ne pas être d'accord avec moi, c'est le travail que veut faire FAREAP de créer quelque chose qui serait du domaine de la formation ou de l'éducation, pour que justement ceux qui auraient ou le désir de prendre pouvoir ou manqueraient des connaissances de base pour ne pas se tromper, puissent pratiquer d'une manière un petit peu, j'allais dire, aléatoire.
Après, c'est un sujet qui est sensible. Comme Simone le disait, beaucoup ont été vécus comme des charlatans. Après, c'est une histoire de rencontre. Moi, j'ai été surprise parce qu'il y avait une grand-mère qui préparait des choses. Elle savait très bien quand il fallait envoyer. Mais comme les recettes de grand-mère, elle savait très bien quand il fallait envoyer au toté. Il y a une vraie connaissance, mais pour qu'on se parle, il faut la reconnaître. Et quand j'ai été à Hawaï, j'ai été très surprise parce que la médecine américaine est quand même très particulière. Et dans les services, j'ai vu des hommes hawaïens en chemise traditionnelle qui faisaient ce qu'on appelle la touch thérapie. C'est-à-dire qu'après, avec l'accord des familles, ils positionnaient leurs mains au-dessus des bébés pour les calmer, sans les toucher. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Donc il y a encore une très grande différence entre Hawaï ou même l'Amérique, qui, même si elle a massacré les Amérindiens, vit malgré tout avec eux, et l'Europe, qui est elle-même sa propre population autochtone. Ce n'est pas le même chemin. Et ce n'est pas la même observation. Mais je pense que les deux médecines ont à gagner les uns des autres. Ce n'est pas pour autant que j'enverrai chez l'Ottawa un prémat de 26 semaines. Il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Simone ? Oui, absolument. Je pense qu'il faut savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Ce qu'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. Et le risque que l'on fait prendre, si le patient si on fait prendre des risques au patient, on est coupable. Et il est vrai que dans l'enquête que j'ai faite, il y a des personnes qui sont d'une très grande humilité. Et ce que j'ai observé, c'est que souvent, les personnes que je suis allée voir par la suite pour moi-même me faire soigner, ce sont des personnes qui me disaient « Oh, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Je sais juste faire un petit peu ça. » Ces personnes-là ne sont pas dans la recherche de pouvoir. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, quelle que soit la culture d'ailleurs, parce que même il y a certains médecins, enfin, j'ai eu à faire une fois, il y a longtemps, c'était à l'hôpital Mamon, je suis allée voir un médecin, j'avais un fibrome, et puis il me dit, bon, demain, je t'enlève tout ça, l'utérus, les ovaires, tout ça. Je l'ai regardé, je lui ai dit, au revoir, docteur, vous ne me verrez jamais. Je suis allée voir un autre médecin qui m'a soignée. Et puis, bon, enfin, ça est partie de l'évolution normale de l'organisme féminin que de développer quelquefois un fibrome qui disparaît par la suite tout seul. Mais le médecin que je suis allée voir était dans une démarche de pouvoir. Moi, je fais et je vais réussir. Et c'est une attitude dangereuse. J'aime bien la remarque de Françoise. Quand on est dans une démarche de pouvoir, on fait courir aux autres des risques. Et parmi les Taouas que j'ai pu rencontrer, il y a des gens qui savaient tout. Et en général, quand il y a des gens qui savent tout, je dis, qu'est-ce que tu penses là? Fuyez, n'y allez pas, il sait tout. Les gens qui savent tout sont très dangereux. Les personnes en qui j'ai amené des gens qui ont eu des résultats remarquables. Et ça, je vais juste faire une seule chose. Où elle disait, je vais tenter une chose, mais si ça ne va pas, tu vas voir le médecin. Elle ne s'imposait pas. En fait, quelqu'un qui a le mana ne dit pas « j'ai le mana ». Ce sont les autres qui disent « ah, cette personne a le mana ». Et en général, quelqu'un qui est dépositaire et qui a devant soi, parce que ça peut être grisant quelquefois d'avoir la vie, d'être quelque part détenteur de la possibilité de vie ou de mort d'une personne. Ça peut griser certains cerveaux fragiles. Et à ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'à ce moment-là, ils sont dans des démarches qui font peur. Et vraiment, il y a des gens qui ont l'humilité et qui ont beaucoup d'humour. En général, j'y vais quelquefois et certaines personnes qui ont certains trucs, je dis, vous pouvez aller le voir. Disons que je crois que le plus important, d'ailleurs en médecine, c'est primum non nocere, ne pas nuire, ne pas faire de mal. Et c'est ça qui est important, dans quelle que soit la pratique. Et quand on me dit faire un lien entre le soin traditionnel et le soin scientifique, je me dis, il faut être sûr que ce que l'on fait ne fait pas mal. Or, même dans certains produits pharmaceutiques recommandés, il y a certains, je ne le prends pas et je le décommande. Je dis aux personnes que je connais, surtout, ne prenez pas cette cochonnerie.
Mais je dis la même chose pour les routes Haiti. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. D'ailleurs, en France aussi, on a vu des procès pour certains produits qui sont dangereux. Donc, je crois que c'est l'humilité qui doit guider et le souci, d'abord, avant tout, de la personne qui est en souffrance. Et quelquefois, la simple empathie d'entourer une personne, on ne sait pas soigner, mais pendant que quelqu'un est en train d'aller mal, on peut lui donner de l'air, on peut lui faire du bien autrement qu'en soignant, mais simplement de la gentillesse, de l'entourer de soins gentils en attendant que le spécialiste intervienne. Rien que ça guérit à moitié quelquefois, hein, pas toujours, mais ça peut guérir. Disons que là, il faut être précis parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Il y a des choses qui sont trop dangereuses. Et dans mon travail, dans ma recherche, j'ai aussi étudié les soins. Enfin, c'est appelé soins et ça tue. Et ça, et j'ai étudié ces démarches-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes pourquoi on est arrivé à ces situations extrêmes, des personnes qui se prétendaient pouvoir soulager une souffrance sont devenus des meurtriers, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de dire « je ne sais pas ». Et de dire « je ne sais pas, on va voir quelqu'un qui sait ». Et même si on n'est pas d'accord, on va voir le médecin qui est là. Et s'il n'y a pas le médecin, il y a l'infirmier. Et quelquefois, il y a des mamans ou des papas qui connaissent certains gestes, mais parce que tout le monde en a parlé et on sait qu'il peut apporter un soulagement. Mais j'ai assisté, plutôt j'ai entendu des récits de choses dramatiques. Et puis les personnes se sont retrouvées meurtrières en croyant bien faire. C'est quelque chose d'épouvantable. Mais c'est toujours, en général, c'est quand on s'imagine qu'on a un pouvoir. Il faut se méfier du pouvoir. Il faut rechercher le savoir, à mon avis. Je voudrais rebondir sur cette notion de doute. Françoise, est-ce que le doute est permis dans la médecine conventionnelle? On peut en douter parce que là, les derniers événements récents, cette pandémie, on avait l'impression que personne n'osait dire on ne sait pas. Et tout le monde a dit des choses. Et... Je suis pas d'accord parce que mon frère est virologue international et j'ai discuté avec lui à beaucoup de périodes. Il est spécialiste à l'origine de l'hépatite C. Quand est arrivé le virus Delta, il y a eu une période où on ne savait pas si ça allait fonctionner, si le vaccin allait fonctionner. Et moi, j'ai suivi de tous les côtés, hein, du côté polynésien, du côté Popa, de la Bretagne et d'autres endroits. Je pense qu'on a vécu une crise sociétale où on a eu une atteinte à nos libertés, faut le dire, hein, et que certains d'entre nous l'ont vécu plus ou moins bien, certains se sont mis à faire des choses différentes, mais les scientifiques que je connais, moi, j'ai entendu dire les doutes, les inquiétudes, on peut pas être sûr. Là, actuellement, en tout cas, là, les notions que j'ai eues, c'est que le vaccin s'est révélé efficace contre ce variant-là. Mais les scientifiques de très haut niveau le disent, peut-être qu'il y aura à un moment ou à un autre un nouveau variant pour lequel il faudra rechercher pour retrouver quelque chose. Moi, j'ai eu l'impression que les gens qui avaient la connaissance, de ce que j'ai pu lire, ont été beaucoup plus discrets que ceux qui ne savent pas. Moi, je ne me permettrai pas de juger comme chacun a réagi à titre personnel ou à titre collectif. Mais oui, le doute existe dans la médecine occidentale, et c'est pour ça qu'on se réunit tous les matins, et c'est pour ça qu'on se réunit toutes les semaines. Et le doute circule de manière différente selon nos personnalités. Il y en a certains qui disent « c'est terminé, je ne veux plus en parler ». Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'en parler 4 fois, 5 fois, puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va leur dire « bon, bah, ça suffit, hein. On passe à autre chose ». Mais c'est en permanence qu'on a le doute, et c'est comme ça qu'on progresse. En l'occurrence, sur la prise en charge des prématurés, il faut voir comment on les a pris en charge quand moi j'ai commencé mes études et comment on les prend en charge maintenant.
on pense souvent que la rencontre avec l'autre se fait que le monde occidental est prétentieux et se croit au-dessus. Mais la rencontre se fait dans les deux sens. L'inconscient de Freud réapparaît au moment où le monde occidental est confronté au monde premier. Moi, ce que j'ai pu constater quand j'arrive en Polynésie, je découvre que la mère et l'enfant ne font qu'un. Alors que c'est une rupture totale en Occident. Je passe de Saint-Vincent-de-Paul à ici, et je vois bien qu'il y a une prise en charge qui est différente, que la mère ne fait qu'un, alors qu'en Occident, l'enfant est mis dans une pouponnière dès sa naissance, pour être séparé de la mère. Une mère me dit « je ne veux pas que mon bébé me touche », alors qu'il vient de naître d'elle-même. Donc il y a une différence qui est fondamentale entre les deux cultures. Il y a une manière dont les soins sont organisés au point de vue géographique qui est profondément différente. Et ce que moi j'ai trouvé fantastique au cours de ma carrière, c'est qu'actuellement, ce qui a transformé le devenir des prématurés, c'est à partir du moment où on a mis des traitements chez la mère, avant qu'ils naissent. Bon, corticoïdes, sulfate de magnésium, antibiotiques, ça c'est très technique, mais peu importe. Et ça a transformé le devenir des prématurés. Donc il y a eu un chercheur qui a dit, mais si je traitais la mère, ce serait peut-être moins agressif que si je traite l'enfant, qui fait 500 grammes ou 1000 grammes. Donc je pense que contrairement à ce qu'on s'imagine, peut-être que le monde occidental a du mal à l'accepter, mais le monde occidental s'enrichit des autres mondes à chaque instant. Peut-être qu'il ne sait pas toujours le dire et le reconnaître. Simone, je voudrais vous poser la question aussi. Il y a encore un lien fort de la population avec la médecine traditionnelle. Comment vous l'expliquez ? Beaucoup de gens vont voir les tradipraticiens. Beaucoup, ça dépend. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Mais disons que lorsqu'on va voir, c'est qu'on veut recréer un lien qui a disparu. Et on cherche ce lien. Parce que le lien avec... très souvent, on réduit la culture polynésienne à la danse. Et la danse, c'est à la superficie. Mais ce qui est profond, c'est pas la danse. Ce qui est profond, c'est ce qui va donner naissance à la danse. Mais en dessous, il y a d'autres choses plus profondes. Et les personnes n'ont souvent pas les clés pour y accéder. Et quelquefois, on peut aller demander chez des taua, mais sapristi, il y a des gens, les plus sérieux, c'est ceux qui n'affichent pas qu'ils le sont. Ou alors, c'est dans une sorte d'accord avec des partenaires où on se dit « Ok, je vais intervenir dans telle situation ». Parce que la santé de quelqu'un, c'est pas un joujou. Alors, bon, mais moi, je ne connais pas tant que ça des personnes qui ont recours aux soins traditionnels. Mais durant cette pandémie, moi, j'ai vu des tas de personnes qui m'ont apporté des bouteilles avec des décoctions de plantes qui n'existaient même pas ici. C'est des plantes importées. Alors, j'ai toute une collection à la maison. Je n'ai rien pris, je bois de l'eau. C'est aussi bien. Mais il y a des quantités, il y a des gens qui... Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais parce que ça pousse là dans le jardin, alors elles se font des boutures, plantes, ils se font des décoctions. Moi, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. À part le noni juice, le nono. Parce que c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais enfant. C'est quelque chose qu'on m'a donné quand j'étais enfant. Et même s'il faut se boucher le nez pour l'avaler, ou alors on met un petit peu de jus de fruits à l'intérieur, parce que ce qu'il y a quand même, c'est que les vrais Ra'au Tahiti, mais c'est infect au goût. C'est peut-être comme ça qu'ils sont efficaces. C'est comme autrefois, les Ra'au Popa, c'était infect au goût. Hein. Mais, et on disait, c'est parce que ça n'a pas bon goût, c'est pour ça que ça va marcher. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous racontait. Mais je ne crois pas que les gens recourent particulièrement au Ra'au Tahiti. Mais j'entends certaines émissions, j'entends certains discours sur Facebook ou autres, qu'on fait un sacré chapsoi qu'on appelle Ra'au Tahiti. Alors, il y a des plantes qui viennent de Madagascar, d'autres de je ne sais pas où, d'Amérique du Sud, du Nord. Et là c'est baptisé Ra'au Tahiti. Je crois que... il y a une méfiance envers ce qui est... avec la pandémie, ce qui est apparu. Pourtant,
moi, je dirais que ce que j'ai beaucoup suivi des émissions à la télé et celles que j'ai entendues, la plupart des scientifiques disaient nous ne sommes pas sûrs, nous supposons que, il semblerait que. Et en même temps, donc, ce n'est pas la certitude assénée. Et même le vaccin, ils disent ça marche à 80% pour tel type de vaccin. C'est très modeste. Et quand les gens disent il y a une marge d'erreur, moi j'ai confiance quand quelqu'un, maintenant j'ai une marge d'erreur. Quand quelqu'un vient et dit je suis certain de ça, je dis il a la foi, moi je me méfie. Quelqu'un qui a une connaissance partielle, c'est quelqu'un avec qui on peut commencer, et qui l'annonce, c'est quelqu'un avec qui on peut commencer à marcher et qui est plutôt sérieux, tandis que les gens qui sont sûrs de tout. La science, c'est la certitude. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas sûr à 100%. C'est toujours à 95%, à 60%. L'immunité, c'est 95% les 6 premiers mois. Après, ça descend, à mon âge par exemple, ça descend à 60%. Alors, il faut faire le rappel. Voilà ce que j'ai compris. Je crois que dans notre démarche, moi, ce que j'ai compris des soins traditionnels, parce que la maladie, qu'est-ce que la maladie? La maladie se dit maï. Et maï, et en même temps, pour dire je suis malade, on dit c'est-à-dire, c'est comme si j'ai été rattrapée par la maladie. Et on dit aussi, quand quelqu'un décède, on disait enterrer la maladie. Et moi, ce que j'ai compris que dans la vision polynésienne de la maladie est une entité hostile qui existe, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Donc, l'important que l'on fait avant la naissance d'un être, tout au long de sa vie, jusqu'à la naissance de quelqu'un et tout le long de sa vie jusqu'à son décès, on va essayer de tenir cette entité hostile qu'est la maladie loin de soi. Et pour ça, il faut renforcer son mana. Et renforcer son mana, ce n'est pas des gali-gali et des mana-mana. Non, c'est prendre soin de soi, c'est de manger une nourriture saine, de se bouger. On a un corps, c'est fait pour se bouger. Et lorsque, par exemple, on lit certaines observations qui ont été faites de Turei, qui a soigné des gens, quelqu'un qui a observé, la plupart du temps, ce qu'il donnait comme conseil, c'est d'abord d'être propre, parce que souvent les gens arrivaient et étaient sales. Il les lavait d'office dans la rivière à côté avec eux. Ça faisait partie du soin. Et comme tout le monde avait peur de son mana, tout le monde se mettait à laver le mec qui puait et le faisait bien propre. Déjà qu'avec ça, il était déjà moins malade. Et puis après, il y a bouger son corps, et disons maitino. Et puis, il y a la maladie de la pensée. Il faut arriver à ne pas inventer des choses qui n'existent pas, mais à être réceptif à ce que peut dire l'invisible, ce qui n'est pas la même chose. Être attentif, mais ne pas s'inventer des trucs. Et puis, Maivarua, c'est quand l'âme est blessée, quand on a un chagrin, un deuil, une perte qui peut rendre à moitié fou ou complètement fou pendant une certaine période. Eh bien, ça existe. Et puis, il y a des gestes qu'il faut faire, il y a la collectivité qui peut intervenir et qui peut aider. Et les Maivar et les Maivaite, ce sont les maladies qui sont des ancêtres, des défunts. La science occidentale a découvert ça, c'est les maladies transgénérationnelles, pas les maladies, les désordres transgénérationnels. D'une génération à l'autre, comme c'est étrange, il y a une femme qui est régulièrement violée à tel âge. Donc, il faut arriver à essayer de comprendre cela. C'est tout un chemin. Et ce que autrefois on a parlé de superstition, ben aujourd'hui, c'est devenu une science. Disons que, bon, voilà, il y a ça. Et en même temps, c'est une prise en charge de soi. Il ne faut pas attendre que les autres fassent tout pour soi. Il faut se remuer, il faut bouger, il faut se prendre en charge, parce que dans la société ancienne, il n'y avait pas de CPS. Si les autres qui avaient à prendre soin d'eux-mêmes venaient au secours de la personne en difficulté, mais si l'autre se laissait avachir,
Eh bien, on le laissait se débrouiller tout seul. Il n'y avait pas la CPS pour venir le porter alors qu'il aurait pu marcher. Disons, il y avait une mobilisation de soi, de ses énergies. Pour moi, ça fait partie des soins traditionnels, de prendre soin de soi et de se mobiliser le cadeau que nous avons reçu en naissant et de mobiliser tout ce qu'il y a de... Et à ce moment-là, on a moins besoin de recourir aux médicaments, qu'ils soient tahitiens ou popas, si on est en bonne santé. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Dans la société ancienne, c'était primordial. Et il y avait c'est tout ce que le discours et certaines légendes racontent, c'est que chacun devait prendre soin de soi et en prenant soin de soi, on prend soin des autres. Françoise, comment la médecine conventionnelle peut aller plus loin dans cette intégration de la médecine traditionnelle, puisque je crois qu'on parle de médecine intégrative. Le terme, je l'ai croisé quelque part. C'est effectivement le combat de monsieur Éric Parra. La médecine intégrative, c'est effectivement de s'enrichir, de se rencontrer. Depuis le Covid, on a un petit peu mis de côté ces rencontres. Je ne sais pas exactement si elles vont se poursuivre ou pas. De toute façon, je pense que certaines personnes de la population vont choisir d'aller vers des tawas. Donc, je ne pense pas qu'on doive juger les gens qui choisissent une médecine ou une autre. Donc, de la même manière, je comprends tout à fait les choix qui ont été faits. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut, c'est amener le plus possible de gens à obtenir un bon état de santé et à se sentir bien. Donc, c'est pas en se fermant les yeux et en disant c'est interdit, n'y allez pas, qu'on va obtenir une solution. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue, puisqu'il y a des gens qui vont y aller. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un vrai changement sociétal actuel. Ne serait-ce que par rapport à la génétique. Moi, pendant très très longtemps, je ne pouvais pas demander des diagnostics génétiques. Là, je vois des jeunes parents qui demandent des diagnostics génétiques et qui veulent en savoir plus. Donc, il y a un vrai changement générationnel. Quand on était à Faréapé, c'était intéressant parce qu'il y avait toute une équipe de sages-femmes qui ont grandi en Polynésie et toutes avaient été voir le tawa. Et toutes avaient été soignées avec des Raoult Tahiti. Peut-être que ce qu'elles ont vécu là ne sera pas vrai pour la prochaine génération. Mais ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un va voir quelqu'un, il faut essayer de savoir pourquoi et lui permettre d'avoir le meilleur soin possible. En tout cas, c'est ce que je crois. J'avais un ami qui disait il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de guérir. Et j'aime bien aussi le fait de dire on a tous en nous une capacité de guérison. Simone dit quelque chose de très très juste et qui fait écho à beaucoup de choses que je connais. La médecine occidentale maintenant annonce tout ce qui va arriver, mais la personne, c'est pas important de savoir ce qui va vous arriver. Enfin, c'est pas important de savoir tout ce qui peut arriver. Ce qui compte, c'est ce qui va vous arriver à vous. Et si vous êtes le seul qui va guérir, il vaut mieux vous donner de l'espoir. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est important, la médecine, l'espoir. Est-ce que ces deux médecines vont parvenir à améliorer l'état de santé de la population, puisque les responsables disent que la population est en mauvaise santé, avec des statistiques qui sont assez effroyables en termes d'obésité et de diabète ou des choses comme ça. Alors, est-ce qu'avec ces deux médecines, on va pouvoir enfin sortir de cette ornière ? Je pense que ce n'est pas la médecine qui va empêcher l'obésité, c'est la façon de vivre. La médecine va aider, mais en même temps, la médecine ne va pas distribuer des cachets pour maigrir. Ce n'est pas la bonne manière, à mon avis. C'est comment la société s'organise. Par exemple, à une certaine époque, je voulais aller marcher le matin. Je me cassais la figure régulièrement parce que les trottoirs étaient mal faits. Et il y avait plein de bosses, des bouts de fer qui sortaient. C'est toute une organisation sociale. À mon avis, tout ne se résout pas aux soins. Pour éviter d'être malade, la société doit s'organiser et doit organiser des trottoirs qui ne sont pas des tortois à la cheville, mais des trottoirs où on peut trotter et non pas se tordre et se casser régulièrement la figure.
Combien de fois je suis tombée là sur Highway là. Chaque fois, je pestais après les mairies et services de l'équipement et autres, parce que si m'étais faite mal, après je serais à la santé, alors on aurait interrogé les services de santé, mais c'est pas la faute aux services de santé si je me suis cassé la figure. C'est parce que je veux me maintenir en bonne santé que la société n'a pas organisé les choses comme il faut. Donc c'est toute une organisation sociale qui concourt à ce que l'on soit en bonne santé. S'il y a des bons accès à la plage pour les jeunes pourront s'ébattre, aller nager, eh ben, ils casseront moins de choses autour d'eux, ils chaparderont moins et puis ils se développeront, ils seront joyeux. Ils ne vont pas aller fumer du paca parce qu'ils sont coincés chez eux. C'est la société et la politique, et ça c'est à chaque citoyen exigé de pouvoir vivre dans une société où les risques soient anticipés. Juste une petite réaction sur cette question avant qu'on passe aux questions pour les... L'obésité est un problème compliqué. Je crois que c'est une épidémie qui est mondiale et qui est liée effectivement à la nourriture. Je pense qu'il ne faut pas focaliser malheureusement les individus. Je crois qu'on n'est pas égal devant la nourriture. Déjà, en mangeant de la même manière, certains vont prendre du poids et pas d'autres. Donc il y a une véritable injustice de ce côté-là. On aime tous un peu les mêmes choses, hein. Il y a certains produits, si vous les avez devant vous, je ne vois pas qui va les résister. Je ne vais pas nommer les produits. Donc, franchement, trouver la solution contre l'obésité, c'est compliqué. Je pense qu'un bon exemple, c'est la Miss France qui elle, l'a vécu. Je pense que c'est les gens qui l'ont vécu qui seraient les meilleurs pour en parler parce qu'ils savent par quel chemin ils sont passés. Et c'est un chemin collectif, mais qui concerne le monde entier, malheureusement. Voilà, merci. Alors on va passer maintenant aux questions Aux questions du public. En gros, si vous avez une question, c'est maintenant. Vous avez encore quelques minutes pour le faire. Est-ce qu'il y en a ? Ah, j'arrive. Ah, c'est bon. Merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante. À différents moments, j'ai senti la question du dialogue entre les approches différentes de la médecine sans que cette question soit approfondie. Je voudrais savoir ce qu'il en a été du dialogue entre ces approches différentes ces 2 dernières années et notamment ces derniers mois. Tout à fait à la fin, madame, j'avais le sentiment d'entendre que c'est évidemment à cause de la Covid, ce dialogue a été un peu interrompu. J'ai peut-être mal entendu. Mais qu'en est-il de ce dialogue ces derniers temps ? Écoutez, pour être très honnête, moi j'ai eu la chance d'être invitée au FAREAP, mais c'est le docteur Parra qui a mis en place ce dialogue, qui a fait un travail important pour lequel il a essayé de faire rentrer pas à pas au sein du centre hospitalier des tradipraticiens. Ce n'est pas quelque chose que nous avons, mis en place pour l'instant. Nous, on a des infirmières qui se sont formées au massage, qui se sont formées à des soins de bien-être, mais les tradipraticiens, pour l'instant, interviennent plutôt au niveau des soins palliatifs, de la pneumologie. Ils ont fait un travail, paraît-il, je dis paraît-il parce que je n'étais pas non plus concernée, très important pendant le Covid pour accompagner les patients. Donc, non, il y a énormément de choses. Je pense qu'il serait intéressant de parler avec les médecins adultes qui, eux, ont une expérience plus importante que la nôtre. Je peux me permettre alors d'ajouter juste une petite question supplémentaire concernant cette diversité d'approches vis-à-vis de la communication envers le public, non seulement envers les autres spécialistes, mais communication politique au sens très large du terme. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Comment vous communiquez sur cette... Il faut informer la population de ces liens. Et s'il se passe des choses... C'est vrai que je ne sais pas exactement comment la population est informée. Tout ce que je peux se dire, c'est par exemple le docteur Biarès de Montréal, lorsqu'il accueille les internes, par exemple, il les accueille en faisant une conférence sur les différences que nous avons localement.
Je ne suis pas au courant. Je pense que Doudoune aurait pu nous donner un petit peu ces éléments. Des choses se font, mais comme toujours dans le monde polynésien, de manière extrêmement silencieuse. On se rencontre, on se voit, on travaille sur les mêmes lieux. Et quand on a besoin, on demande à intervenir l'un sur l'autre. Mais c'est vrai qu'on ne diffuse pas, peut-être parce que c'est compliqué, parce que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on n'a pas envie non plus d'être jugé. C'est quelque chose qu'il faut apprendre au quotidien. Mais c'est nouveau. Pour nous, par rapport à la médecine qu'on a appris, c'est des choses qui sont extrêmement nouvelles. Donc je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de reportages sur le week-end où on était au Phare AP. Je pense qu'il serait intéressant aussi de discuter avec Wardakri, parce qu'eux aussi ont eu des échanges pour savoir pourquoi certaines familles acceptent la greffe et pas d'autres. Les choses se font, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les médecins ne sont pas non plus toujours envie d'être dans les milieux médiatiques, les Tawa non plus. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer. Je pense que moi, si j'ai osé venir, c'est parce que Lucie m'en a fait la demande et qu'on se connaît bien, parce que je connaissais à titre personnel Simone Grant, mais c'est vrai que je me suis posé la question, comment c'est vécu par mon milieu professionnel, est-ce que c'est une bonne idée ? Et puis j'avais dit oui, donc je me suis dit, bon, on va pas réfléchir, on vient quand même. Je pense qu'on est, même si on est des gens assez discrets, tant dans la médecine occidentale que dans la médecine polynésienne, et qu'on fait les choses discrètement, on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. C'est pas un désir de se cacher, c'est un désir d'apprendre. Maïva et Maoru. Mais on peut quand même, on comprend cette discrétion, mais les gens n'ont pas l'impression que ça avance jamais assez vite, mais par rapport aux mentalités d'il y a 20 ou 30 ans, on est quand même dans des progrès phénoménaux, parce que par rapport à des moments, on parlait de charlatans, Il y en aura toujours. Comme dit Simone, il y aura toujours des charlatans, mais de tous les côtés. Mais c'est sûr que moi, j'aurais jamais imaginé voir des tradis praticiens salariés de l'hôpital. C'était même, mais même la réunion à Phare AP, je me suis dit, savoir qu'il y avait eu une convention entre la direction de l'hôpital et les soins traditionnels, c'est quelque chose qui était complètement inimaginable dans le monde dans lequel j'ai été formée. Mais pourquoi pas aller le vivre ? Bien sûr, et c'est dans le service de soins palliatifs qui plus est. Je pense, alors que je n'ai pas du tout participé aux réunions, ni aux séances qu'il y a pu y avoir, mais on accompagne, quelqu'un dans ces derniers instants. C'est aux soins palliatifs, en pneumologie, il y a des choses, je pense que d'autres médecins seraient plus aptes à raconter ce qu'ils vivent, oui. Mais il y a vraiment des liens extrêmement forts qui se sont créés. D'ailleurs, à Phare AP, moi je suis le seul médecin qui est venu à titre individuel. Eric a dit, toi tu viens. Il m'avait rencontré à l'île de Pâques, il m'a dit, toi tu viens. Bon, j'ai pris ça comme un cadeau et j'y suis allée. Mais c'est vrai que sinon, c'était toutes des équipes. C'était l'équipe d'obstétrique, c'était l'équipe de pneumologie, l'équipe d'urologie, l'équipe de la greffe, l'équipe du soin palliatif. Chacun était venu en équipe pour pouvoir répondre à des problématiques d'accompagnement. C'est vrai que moi, j'ai vu Jenny masser quelqu'un qui était en fin de vie, et quand on raconte que la personne était détendue juste après, c'est phénoménal. Donc ça, c'est des choses, c'est vrai qu'il faudrait discuter avec ceux qui l'ont vécu, mais ça pourrait être l'occasion d'une autre émission, et des gens qui ont plus d'expérience. Quelque chose à ajouter, Simone ? C'est-à-dire que, je viens quelque part compléter, les soins palliatifs, c'est les derniers moments. Et quelque part, là, tout le monde retrouve son humilité. Et quand on est dans l'humilité, on arrive à accéder à certaines choses qu'autrement on n'accède pas. Et c'est comment être plus humble que devant une personne pour laquelle on ne peut plus rien, sinon que de lui apporter un certain réconfort avant au revoir. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Oui, de ce que moi j'ai entendu dire, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont pas. Il faudrait discuter avec ces médecins-là. C'est important. C'est important de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont partagé.
Est-ce que ces médecins n'ont pas un peu peur de ce qu'ils pourraient dévoiler? Qu'on Sûrement. leur dise c'est des hallucinations, c'est pas rationnel ou... C'est peut-être plus facile pour moi qui suis dans une médecine technique et qui agit d'une manière technique. Et donc, je peux regarder ce qui se passe C'est possible. Il faudrait leur demander. C'est leur choix. En tout cas, ils ne sont pas hostiles. Hein. Ils le font au quotidien. Ils acceptent cette aide. Ils l'acceptent. Hein. Je pourrais en avoir parlé avec certains d'entre eux. C'est quelque chose auquel on n'était pas préparé. Mais c'est le principe du voyage. Ils ont accepté d'apprendre. C'est extraordinaire. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Mais bon, la société occidentale a changé. On va aux États-Unis, ils pratiquent le yoga à outrance dans certains endroits. Je pense que ce n'était pas l'Amérique des années 50. La France, c'est plus lent. C'est peut-être aussi notre message. On est des messagers. Oui. On peut encore ou... Logiquement, c'est la fin. Merci. Je vous laisse invite juste à donner le mot de la fin et puis après, on peut passer à autre chose. Maruru, merci pour cette rencontre. Mais j'espère qu'on aura progressé, que la prochaine fois, on ira plus loin et qu'on pourra apporter plus de réponses sur ce chemin qui est pas... Il est déblayé parce qu'en fait, on est aux marges, là où c'est pas encore déblayé. Et c'est là que la rencontre se fait. Et c'est intéressant. Merci à tous et merci Simone de m'avoir conviée. Merci à nos deux brillantes intervenantes. Merci à toi aussi, Ludovic. Donc voilà, merci à tout le monde pour cette intervention. Je rappelle le thème vous pouvez aller consulter d'ailleurs sur Facebook puisque ça a été un live qui a été filmé. Donc du coup maintenant il est immortalisé sur la toile. Donc n'hésitez pas à jeter un petit tour sur le Facebook Lire en Polynésie si jamais le besoin se fait sentir, si vous avez loupé une partie de la rencontre par exemple. Donc la prochaine rencontre c'est autour du livre Les Enchaînés de Franck Chanlou qui sera donc devant.